Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale, la RTS. Bienvenue à l'émission Point de vue de ce dimanche 8 janvier 2012. Émission qui reçoit le docteur Cheikh Tidiane Gadio, président du mouvement citoyen Louis Jotjotna, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Cheikh Tidiane Gadio est aussi ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Omar, merci de m'avoir invité. Je rectifierai juste en disant que c'est bien le mouvement politique citoyen, Louis Jotjotna. Parce que là, chaque mot a son importance. Pourquoi mouvement, pourquoi politique et pourquoi citoyen? Et peut-être que dans nos entretiens, on pourra aborder ces questions. On peut y aller tout de suite. Mais je voulais aussi, bien entendu, vous féliciter pour ce plateau, cette plateforme qui est offerte à tous les leaders politiques de notre pays, et même tous les experts du pays pour venir aborder des questions, des sujets brûlants qui intéressent tous les Sénégalais. Donc de ce point de vue, je voudrais encore une fois vous féliciter, vous encourager. Nous avons créé, à la place d'un parti politique classique, traditionnel, nous avons opté pour la création d'un mouvement politique citoyen. Nous avons estimé que les citoyens sénégalais devaient se mêler de la chose politique, que les citoyens sénégalais avaient le droit de se battre pour que le citoyen soit au cœur du dispositif institutionnel, du dispositif politique dans notre pays. C'est parce que les citoyens ont sous-traité leurs espérances, leur désir de voir leur pays se développer, les ont sous-traités aux mains des politiciens, c'est-à-dire en confiant aux politiciens de ce pays la possibilité de travailler pour les citoyens, ce que nous appelons un peu la politique par représentation et par délégation. On délègue. On délègue aux politiciens, on leur dit, voici ce qu'on veut, faites-le. Nous ne sommes pas du tout de cet avis. Nous pensons que dans tous les pays qui ont réussi le pari du développement, relevé le pari de la consolidation de leurs institutions, les citoyens ont toujours été au cœur du dispositif. Et nous voulons que les citoyens sénégalais réclament ce droit, et ça correspond parfaitement à un état d'esprit dans le pays, où les Sénégalais vous disent que nous avons un problème avec la politique politicienne. Nous n'en voulions pas, et pour cela nous avons fait une autre option. Mais l'aspect mouvement, c'est important, parce que le parti, par définition, c'est une fraction du peuple qui s'organise différemment des autres. Or, un mouvement veut rassembler, engager dans une dynamique, dans des processus. Et les partis, pour nous, historiquement, ont fait leur temps. Nous avons beaucoup de respect pour tous les partis qui existent au Sénégal, mais nous pensons, et dans le monde, mais nous pensons que le parti a connu son âge d'or dans le XXe siècle, particulièrement dans les pays communistes avec Lénine et autres. C'est ce qu'on appelle les partis léninistes centralisés avec des structures et tout ce qu'on veut. Mais ces partis ont fait leur temps et ont épuisé ce que nous appelons leur capacité historique. Et c'est pour cela que des mouvements grassroots naissent dans le monde, c'est-à-dire des citoyens qui reprennent les choses à la base et essaient de s'organiser pour faire non seulement entendre leur voix, mais pratiquement pour imposer leur voix, imposer leur vision et participer à la gestion de la cité et ne plus en faire l'affaire de politiciens professionnels. D'accord. Participer à la gestion du cité et donc demander le suffrage des Sénégalais, être candidat à l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce qui vous permet, vous, de penser que vous devez être président de la République? Sur quoi se fonde cette candidature? Merci, c'est une très très bonne question. Vous savez, j'ai, disons, après un certain nombre d'années d'expérience dans l'éducation supérieure, dans l'enseignement, j'ai enseigné à l'Université de Dakar. J'ai d'abord étudié en France, où j'ai accumulé une certaine expérience, non seulement du développement, parce que j'ai vu un pays développé, j'ai vu un pays qui a des infrastructures, non seulement routières, mais sanitaires et autres, mais j'ai vu aussi un pays où les citoyens ont une certaine éthique du développement. Et bien entendu, ça nous impressionne toujours. Nous qui venons de pays où le développement est encore un pari, un défi à relever. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, où j'ai passé beaucoup d'années. Je n'aurais pas souhaité passer autant d'années dans aucun pays du monde, parce que j'ai fait presque 12 ans aux États-Unis. Et j'ai fait aussi le Canada. Et ça m'a donné peut-être une base de comparaison entre l'Europe, l'Amérique du Nord. Et j'ai eu la chance par la suite de beaucoup voyager. Ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c'était quasiment un déplacement par semaine. Donc j'ai pu étudier, examiner l'expérience de beaucoup de pays du monde et j'ai pu, je pense, comprendre pourquoi fondamentalement le problème du développement en Afrique se résume
a une équation à résoudre, la question du leadership. Oui. La question du leadership, c'est la question fondamentale. Aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal et l'Afrique, bien entendu, n'ont plus l'excuse des ressources humaines, nous n'avons plus l'excuse des ressources naturelles. Dieu a fait sa part. C'est nous qui n'avons pas fait notre part, ici au Sénégal et ailleurs en Afrique. Et tout ce qu'il nous reste à régler comme problème fondamental, c'est la question du leadership. Et j'estime que par mon expérience et par la chance que Dieu m'a donnée de servir mon pays dans un appareil d'État pendant 9 ans et demi, que je comprends comment fonctionne une administration, comment fonctionne un État, je sais ce qu'il faut faire, je pense, et je sais ce qu'il ne faut pas faire, et je comprends parfaitement les problèmes de gouvernance, la complexité de la gestion d'un État, et je ne prends rien comme chose facile, argent comptant, etc. Je comprends que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de courage, mais ça prend une vision. Ça prend une vision et un engagement, et un sens du destin, un sens de la mission. Je crois que mon destin aujourd'hui, c'est de demander, de solliciter aux Sénégalais le suffrage parce que je veux servir mon pays à une station, un niveau de responsabilité où moi je peux, avec mon équipe, avec les Sénégalais, avec tous ceux qui sont d'accord avec notre vision, nous pouvons. Parce que là maintenant je me convertis du jeu vers le nous, mais bien entendu je suis candidat moi-même, mais je suis candidat au nom d'un idéal et d'une vision que je suis sûr, idéal et vision qui sont partagés par beaucoup de Sénégalais. Donc ensemble, nous allons offrir une nouvelle vision, une nouvelle démarche à ce pays. Vous mettez le doigt sur un concept assez intéressant, le leadership. Est-ce à dire que tout ce leadership africain-là, tous les leaders que vous avez vus passer n'ont pas été en mesure peut-être de relever les grands défis qui se posent aujourd'hui à ce continent? Vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de leaders africains. Tout le monde sait que je suis un admirateur de Kwame Nkrumah, je suis un admirateur de Cheikh Anta Diop. Je ne peux pas parler d'une certaine façon de ceux qui ont donné leur vie pour l'Afrique, qui ont dirigé notre combat pour l'indépendance, et qui pour l'essentiel aussi malheureusement n'ont pas réussi le combat pour le développement. Mon intime conviction effectivement c'est que l'Afrique n'a pas réussi, et l'Afrique n'a pas réussi à cause de ses populations. L'Afrique n'a pas réussi parce qu'elle n'était pas compétente ou intelligente. L'Afrique n'a pas réussi parce qu'elle n'a pas eu les leaders qui étaient au niveau du défi et du challenge qui était posé à notre continent. Je donne un simple exemple. Vous prenez la Corée du Sud, à peu près le même PIB que la Côte d'Ivoire, le Sénégal dans les années 50. Pourquoi et comment quelqu'un peut m'expliquer que le Sénégal parte d'1 milliard de dollars en 1960, 1 milliard, 1,2 milliard à peu près, les chiffres varient, 1,2 milliard à peu près, disons de PIB, de production intérieure brute, en 1960, et se retrouve aujourd'hui, 52 ans plus tard, à 14 milliards. 14 milliards. Nous avons multiplié notre PIB de 14 fois. La Corée du Sud a multiplié son PIB entre 400 et 500 fois. Qu'est-ce qu'un ami coréen du Sud a de plus qu'un Sénégalais? Je pense que les leaders de la Corée du Sud avaient compris que le développement est une bataille. Ils ont mis les troupes en ordre et ils sont allés à l'assaut des défis du développement. Et les défis du développement pour nous tournent autour de questions essentielles. Dans tous les pays du monde où on n'a pas libéré l'énergie des citoyens, on n'a pas eu de développement. C'est pour ça que le MPCL, pendant cette campagne électorale, battra campagne sur le thème de libérer les énergies. Libérer les énergies parce qu'il est temps de le faire. Arrêter d'inhiber les Sénégalais au point que quand un Sénégalais travaille aux États-Unis, en France, en Allemagne, ailleurs, au Gabon, il est performant, il est respecté et il prend souvent le leadership. Et pourquoi dans son propre pays il n'est pas capable de le faire? Donc nous posons la question de libérer les énergies, et pour cela nous avons toute une démarche, toute une vision que nous allons proposer aux Sénégalais, parce qu'on ne peut pas libérer une énergie qui n'existe pas. Il faut nourrir les Sénégalais, il faut les éduquer, il faut les soigner pour les rendre performants et leur permettre de libérer leur énergie. D'accord. À la différence des politiques, secrétaires généraux de partis et autres qui ont quand même fait leur temps, qui ont fait leur preuve, je veux dire, qui font du terrain tout le temps. Vous avez la particularité d'être un homme, peut-être qui a passé son temps à faire de la diplomatie pendant de longues années.
Est-ce que ce n'est pas, sous ce rapport, je sais pas, un retard à combler par rapport à ces gens-là? C'est-à-dire on comble un retard par rapport à des gens, comme vous dites, ou des leaders qui ont fait leurs preuves et qui ont réussi. Mais quand on a des leaders qui ont essayé, pour l'essentiel, passez-moi le terme, je ne veux pas dire qui ont échoué, mais historiquement parlant, l'Afrique, au total, les processus de développement ont échoué. Et ces responsables ont de grandes responsabilités dans cette situation. Encore une fois, je l'ai expliqué plusieurs fois, depuis l'âge de 20 ans, donc depuis 35 ans, je n'ai qu'une préoccupation. Comment recouvrer la dignité de l'Afrique et des Africains, comment unir notre continent, comment donner une chance à chaque enfant africain de s'épanouir dans ce continent, à chaque femme africaine de se réaliser, de réaliser son potentiel, comment faire pour que l'Afrique prenne toute sa place dans le monde, d'autant plus que non seulement berceau de l'humanité, terre des premières grandes civilisations de l'humanité, l'Afrique réunit cette condition de détenir un tiers des ressources naturelles du monde et d'avoir 1 milliard d'habitants dont plus de 50% sont des jeunes. Quand le monde entier est en crise de jeunesse, on cherche des jeunes, des forces vives, l'Afrique en a presque 60% dans sa population. Donc au total, nous sommes dans une situation dans ce continent où, encore une fois, le problème fondamental, c'est le leadership. J'ai fait des études de communication et développement. Donc j'ai fait de l'économie politique et j'ai appris à comprendre depuis les années 50 comment les Raoul Prébisch, tous ceux qui ont fait des études de développement savent de qui je parle, de l'Amérique latine, comment ils ont engagé la réflexion sur le développement, par où commencer. Ce qu'ils appellent la théorie des basic needs, n'est-ce pas, des besoins primaires de l'être humain, manger, se soigner, s'éduquer, disposer d'un toit, d'infrastructures, etc. Nous avons étudié tout cela. L'Afrique n'a pas le temps, aujourd'hui, de vouloir reprendre des schémas classiques de développement qui, au départ, étaient peut-être des schémas positifs, mais au finish, l'élément fondamental, l'élément subjectif, le leadership, un leader intègre, un leader travailleur, un leader qui croit passionnément en son peuple et en l'Afrique, et qui croit fondamentalement qu'il est un serviteur des citoyens de son pays, que ces citoyens ne sont pas à son service ou à sa disposition. Donc si on inverse cela, cette vision, parce que c'est ça le drame aussi de l'Afrique, nos leaders croient fondamentalement que nous sommes à leur service et que nous sommes là pour les servir et satisfaire leurs désirs et leurs besoins. Donc sous ce rapport, je pense que nous pouvons inverser, et notre génération peut le faire. Je réclame le droit pour notre génération, compétente, éduquée, respectueuse des valeurs africaines, humble parce que nous avons vu le monde, nous savons comment les choses se passent, nous acceptons la complexité des choses, nous ne disons pas ce que nous ne pouvons pas faire, nous disons notre ambition pour l'Afrique, notre ambition pour le Sénégal. Toute chose que vous ne trouvez pas chez plutôt les leaders politiques que vous voyez sur le terrain. Je vous ai donné l'exemple, comment est-ce qu'ils peuvent nous expliquer qu'en 1960, ils prennent le Sénégal au niveau de la Malaisie ou de la Corée du Sud, et aujourd'hui, qu'ils nous expliquent la différence. Il y a quand même une réalité. Et qu'on ne parle pas de dictature dans ces pays pour lancer le développement. En Afrique aussi, on n'avait pas de liberté, il n'y avait pas de démocratie non plus. Donc, les autres, même si en Corée du Sud, un homme avec, comme on dit, une main de fer, a mis le pays en ordre de bataille pour conquérir le développement, nos pays, non seulement on a subi la dictature, mais sans le développement. Les autres, s'ils ont subi la dictature, au finish, ils ont quand même eu le développement. Mais il y a tout de même une...